bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loez au micro, aujourd'hui avec Marie Dejoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en histoire médiévale à Paris 1, vous êtes membre du LAMOC, le laboratoire de médiévistique occidentale de Paris 1, et vous venez de diriger aux presses universitaires de Rennes un volume qui m'a passionné, intitulé Saint-Louis après Jacques Le Goff, nouveau regard sur le roi et son gouvernement, un livre issu en grande partie d'un colloque que vous aviez organisé, et un livre qui paraît quasiment 30 ans après la parution de ce livre que tout le monde s'accorde à décrire comme un monument, mais il faut peut-être justement décaper l'image du monument, le Saint-Louis de Jacques Le Goff, cette biographie d'un millier de pages qui avait fait événement à sa parution en 1996. Alors ensemble, on va discuter à la fois de ce livre et puis de pourquoi ce livre ne clôt pas l'enquête historique sur Saint-Louis et pourquoi après Le Goff, il y a toujours beaucoup à dire et dans des directions parfois complémentaires, parfois très différentes. On va en parler ensemble. Je voudrais peut-être commencer par vous demander, en 1996, est-ce que vous avez été au courant de la parution du Saint-Louis de Le Goff ou est-ce que c'est pendant les années d'études d'histoire médiévale que vous avez rencontré cet ouvrage? Comment s'est faite votre rencontre avec ce qui est un incontournable de l'histoire médiévale française? Alors non, je n'ai pas de souvenir direct de la parution du Le Goff puisque j'ai passé mon bac en 99. Donc en 96, j'étais une petite lycéenne valentinoise qui n'avait pas du tout accès... Qui n'avait pas de prof d'histoire médiéviste qui avait dit à toute la classe « Attention, les enfants, il y a un événement. » Voilà. Absolument pas. Par contre, ensuite, j'ai fait mes études à Paris 1 et bien entendu, on a abordé très rapidement le Saint-Louis de Jacques Le Goff, notamment parce qu'il s'agit d'une véritable révolution historiographique, notamment dans la manière de mener une biographie, mais je pense qu'on va en parler ensemble dans un moment. Alors, c'est une révolution et c'est aussi un paradoxe, il me semble, parce que pour l'avoir lu pour la première fois pour préparer cette émission, j'avais parcouru, j'avais été pioché tel ou tel passage, d'autant que le plan du livre rend assez facile la consultation d'un passage sur Saint-Louis-l'Argent, mettons, mais je ne l'avais pas lu de manière suivie. Et ce qui est très frappant, c'est que on décrit toujours ce livre comme un monument, alors qu'il s'agit au fond d'un essai, de quelque chose qui est très personnel, très original. Il y a un côté monumental par l'ampleur de la documentation et du propos, mais c'est absolument pas une biographie classique. Absolument pas, c'est-à-dire que c'est vraiment une biographie qui revisite totalement ce genre historique et ce genre d'écriture et qui même le fait d'une certaine manière éclater. Puisque ça ne va pas de soi, Jacques Le Goff, il faut quand même le resituer, c'était le chef de file de l'histoire de l'école historique des Annales, notamment de la Nouvelle Histoire, qui prônait justement une histoire culturelle, une histoire globale, une histoire économique, une histoire sociale et donc qui s'était notamment construite contre l'histoire politique très événementielle qu'avaient pu rédiger les historiens méthodiques au XIXe siècle. Donc que Le Goff écrive un Saint-Louis, ça ne va pas de soi. Et donc, son programme, c'est de montrer que finalement, la biographie est réconciliable avec les annales, pour peu qu'on essaye de se frotter à une des ambitions des annales qui n'a pas forcément été totalement accomplie, qui était l'histoire globale. Comment réussir à faire une histoire totale à partir d'un individu, et cet individu, justement, Le Goff dit qu'il choisit Saint-Louis, parce qu'on a une documentation suffisamment abondante pour pouvoir faire rayonner à travers ce personnage toute la société du XIIIe siècle. Et si véritablement il y a une revisite du thème du genre de la biographie, c'est aussi le plan, à mon sens, qui est extrêmement original, puisqu'on a vous parliez d'essai, de manière tout à fait juste, on a un plan qui est dialectique. C'est-à-dire que la première partie est un récit chronologique. Oui, Saint-Louis a vécu, voici les grandes dates de l'existence de Saint-Louis. Et puis la deuxième partie bascule. La deuxième partie bascule puisque elle nous apprend que tout ce qui a été dit dans la première partie, tous ces faits qui avaient été alignés, en fait, proviennent de sources, des sources qui, pour la plupart, avaient un agenda précis, faire canoniser Saint-Louis, des sources hagiographiques. Et Le Goff démonte les sources, montre que finalement, on n'accède pas à l'individu Saint-Louis grâce à ses sources, on n'accède pas à sa vie. Il y a le Saint-Louis des hagiographes mendiants, le Saint-Louis de Saint-Denis, le Saint-Louis de Joinville, sont tous différents. Et même un Saint-Louis biblique où en fait des anecdotes reprennent littéralement des figures de rois de l'Ancien Testament appliquées à Saint-Louis, donc c'est un Saint-Louis générique. Exactement, et ce sont des modèles auxquels Saint-Louis s'est plus ou moins conformé lui-même de son vivant ou qui lui ont été appliqués après sa mort. Et à ce moment-là, il y a une question qui donne le vertige, la fameuse question dans le livre « Saint-Louis a-t-il existé ?» On est au bord de l'abîme, là on est dans la deuxième partie de la dissertation. 1, Saint-Louis a existé, 2, Saint-Louis n'a pas existé. Et là, Le Goff fait
fait mine de découvrir Joinville. Et Joinville, c'est la mine de Saint-Louis. Et pour lui, d'un seul coup, on pénètre enfin, on a une porte d'entrée vers l'individu. Et on arrive à la troisième partie, qui est une forme de synthèse, qui peut-être, là je vais être honnête, à mon sens, est peut-être la moins réussie. Ça fait un petit peu collection de fiches, Saint-Louis la musique, Saint-Louis la religion, Saint-Louis les juifs, mais qui essaye en fait de reconstruire, après avoir déconstruit les sources, reconstruire véritablement Saint-Louis sous des multiples facettes. Et là, on retrouve justement l'histoire globale. Alors, cette genèse du livre, ou plutôt cette construction du livre, on la connaît bien, d'abord parce qu'en le lisant, c'est très explicite, mais aussi parce que Le Goff lui-même en a beaucoup parlé. C'est d'ailleurs assez rare qu'un ouvrage soit à ce point accompagné du début à la fin du travail d'écriture, de notes d'étape, notes d'intention, explicitation, entretien de l'auteur, sur sa propre démarche biographique. C'est quelque chose à quoi il a consacré au moins 15 ans de sa vie. Oui, 15 ans de sa vie, 1000 pages, c'est vraiment le livre de tous les records d'une certaine manière. Et comme je le disais tout à l'heure, moi en 96, je n'étais pas là quand le livre est sorti. Et en tant qu'historienne, j'ai pu reconstituer assez facilement pour l'introduction justement toute cette genèse intellectuelle du Saint-Louis, parce que Le Goff en a beaucoup parlé. Ça a été une bonne partie de ses séminaires de l'EHESS aussi. Donc c'était un livre qui était très attendu au moment où il est paru. C'est un livre, visiblement, pour avoir parlé avec certains collègues comme Claude Gauvard, par exemple, qui me disait qu'il y avait véritablement des moments où Le Goff a failli lui-même abandonner et s'est remis à l'ouvroir parce qu'il fallait finir et que, comme on le disait tout à l'heure, derrière, il y a une véritable prouesse aussi intellectuelle, mais il y avait une difficulté à mener le projet jusqu'au bout, ce qui a été fait finalement en 1996 et ce dont on peut se réjouir. Oui, et dans des conditions, d'ailleurs, il faut peut-être le dire, qui ne sont pas exactement les conditions techniques qui sont les nôtres aujourd'hui lorsqu'on ouvre son ordinateur portable, qu'on ouvre un document de traitement de texte et qu'on se met à taper, que les index sont automatisés, on peut se repérer très facilement, on fait un CTRL F, on arrive à tel passage, etc. Jacques Le Goff, il est né en 1924 et donc il a aussi un mode d'écriture qui fait que maîtriser une œuvre, une architecture aussi grande, je ne sais plus quel auteur de compte-rendu évoque le livre comme une cathédrale, mais il y a de ça dans le livre, ça n'allait pas de soi pour quelqu'un qui était formé à l'histoire qu'il faisait, parce que ses premiers articles datent des années 1950. Oui, tout à fait. Le métier de médiéviste a beaucoup changé et on se rend compte aussi que c'était une génération qui avait des myriades de documents et de livres en tête. Donc on sent qu'il est capable aussi d'aller piocher dans un répertoire de sources qui est assez impressionnant. De tête. Le choix de Saint-Louis, vous avez commencé à l'évoquer en disant qu'il y avait une justification intellectuelle forte qui est ni trop ni pas assez de documents, c'est-à-dire qu'on peut écrire la vie de Saint-Louis d'une manière très dense, ce qu'on pourrait absolument pas faire pour Hugues Capet, disons, mais c'est pas non plus démesuré comme pour je sais pas, Napoléon III par exemple, où ça deviendrait physiquement impossible de lire tout ce qui s'est dit sur lui, alors que là, tout ce qui s'est dit sur Saint-Louis à peu près, qui était paru à l'époque, Le Goff a pu le maîtriser. Ceci dit, Le Goff en 13e-iste, si on peut dire, grand spécialiste des 12e, 13e siècle, il y avait d'autres possibilités et à un moment il le dit, ça aurait pu être Frédéric II, ça aurait pu être Bernard de Clairvaux, mais Bernard de Clairvaux était trop antipathique pour passer autant de temps avec lui. Oui, c'est ça, c'est ce que dit également Le Goff, c'est qu'à un moment, il a l'impression qu'il a véritablement fait une rencontre. Et je pense que c'est aussi la porte d'entrée de Joinville et l'amitié qui est censée unir Louis IX à Joinville, qui fait rentrer également Le Goff dans cette amitié intellectuelle qu'il noue avec Saint-Louis. Alors, pour autant, il n'idéalise absolument pas le personnage qui ressort également avec ses facettes les plus sombres et les plus intolérantes. Donc, en effet, c'est un sujet qui l'a passionné, mais il n'y a pas non plus la volonté d'idéaliser le roi. On n'est pas dans une des nombreuses vies édifiantes de Saint-Louis qui a pu être rédigée dès le XIIIe siècle. Alors, on l'a mentionné déjà à plusieurs reprises, Joinville, c'est en quelque sorte la seconde figure clé qui est en filigrane dans tout l'ouvrage, parce qu'on peut peut-être dire que sans Joinville, il n'aurait pas pu écrire ce livre-là, parce qu'on a un roi qui est construit par une narration avant tout de clercs de son entourage plus ou moins proche, de gens qui disent à quel point il est saint et à quel point il est vertueux, et puis on a un membre de son entourage laïque, un homme d'armes, un chevalier, un sire, qui l'accompagnait à la croisade, qui a été son familier, et qui, chose relativement rare, même si au XIIIe ça allait un petit peu moins, mais relativement rare, a décidé de dicter un texte ou d'écrire un texte sur Saint-Louis. Donc là, c'est quand même la pièce manquante qui permet de donner un sens à tout le reste. D'après Le Goff, oui.
C'est-à-dire que Le Goff est assez sévère avec les hagiographes dans leur ensemble. Par exemple, aujourd'hui, Geoffroy de Beaulieu, Schoenfield a véritablement montré que Geoffroy de Beaulieu était un bon témoin également sur Saint-Louis, même si c'était un clerc. Mais c'est vrai que Joinville est véritablement la figure marquante pour Le Goff. Et ce qui est relativement paradoxal, c'est qu'en fait, de toutes les vies de Saint-Louis qui ont été écrites au XIIIe siècle, c'est celle qui rencontre le moins de succès. Le succès d'un livre au Moyen-Âge, ça se mesure au nombre de copies. Et c'est resté assez confidentiel, en fait, le Saint-Louis de Joinville. Et puis très tardif aussi, dicté dans son très grand âge. Oui, c'est ça. Notamment après l'expulsion des Juifs, par exemple, de 1306. Donc c'est pour ça qu'il va, par exemple, présenter un Saint-Louis virulemment antisémite, parce que c'est écrit dans un contexte qui est très particulier. Et ce qui est intéressant, c'est que la vie de Joinville va véritablement devenir une source importante à partir du XVIe siècle, où il y a des copies modernisées qui vont se développer pour la noblesse. Notamment, les Bourbons vont beaucoup s'appuyer sur Joinville pour se faire légitimer. Redécouvert à l'époque moderne par le nain de Timon. Et puis, véritablement, au XIXe siècle, on offre aux enfants des vies de Saint-Louis de Joinville, notamment. Il y a beaucoup de vies confessionnelles de Joinville qui sont offertes aux petits écoliers des écoles privées catholiques pour promouvoir une forme d'édification, mais quand même une édification guerrière. Ce qui intéresse beaucoup au XXe siècle avec la perspective de la revanche. C'est un saint, mais c'est aussi un guerrier. Et Joinville, à ce moment-là, est véritablement ressorti des oubliettes dans lesquelles il avait été jeté dès le XIIIe siècle. Si on revient un instant sur la jeunesse du livre et le fait que ce soit un historien identifié aux annales, identifié à la nouvelle histoire, qui s'empare du genre biographique, vous l'avez dit, ça n'allait pas de soi, même si on oublie parfois que Lucien Febvre avait écrit un Martin Luther, un destin, donc c'était pas quelque chose de totalement étranger non plus à cet univers. Quelques années plus tôt, il y avait eu aussi Marc Ferraud, qui avait été le secrétaire de rédaction des Annales pendant des années, qui avait fait un Pétain, qui avait beaucoup surpris là aussi. Braudel lui avait dit « Attention Pétain, fais-nous une bonne biographie ». Donc voilà, il y a pas d'interdit absolu qui pèse, mais je pense qu'il y a une chose peut-être qu'il faut souligner qui est importante, c'est que c'est la première biographie de ce type faite par un grand historien qui prend en compte la critique bourdieusienne, disons. Parce qu'en 1986, Pierre Bourdieu publie un texte fameux qui s'appelle L'illusion biographique, qui démonte mécaniquement l'idée qu'un individu a une vie linéaire dont tous les actes font sens et qui a une cohérence. Il montre que voilà, cette cohérence, elle est rétrospective, elle est bâtie par le biographe et elle ne correspond pas au devenir social de l'individu beaucoup plus contingent. Et on sent que Le Goff, il en parle dans sa préface, il a intégré cette critique et que d'une certaine manière, son plan est une manière de répondre à ces critiques, de défataliser l'histoire de Saint-Louis. Oui, tout à fait. Je pense que Le Goff s'est aussi rendu compte que les narrations qui avaient été produites juste après la mort de Louis IX, certes, elles avaient un agenda. Elles devaient faire canoniser le monarque. Donc, bien entendu, on a plutôt insisté sur les valeurs chrétiennes, sur la sainteté du postulant, etc., etc. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'elle repose aussi sur une narration qui est toujours la même. Moi, j'avais consacré ma thèse aux enquêtes de Saint-Louis et je m'étais intéressée, en fait, j'avais essayé de retracer à quel endroit de la vie de Saint-Louis elles étaient mobilisées du XIIIe siècle, mais jusqu'à nos jours. Et c'était toujours au même moment, c'était toujours avant de partir à la croisade, c'était toujours la référence était toujours mobilisée de la même manière. Et en fait, Le Goff fait ça pour toute la vie de Saint-Louis. Donc il montre qu'en fait, Saint-Louis, c'est une collection de topos, Blanche de Castille, la dévote Blanche de Castille qui élève son fils, le vœu de croisade, le retour, la moralisation du royaume, etc., etc. Et ce que montre Louis IX, c'est qu'en fait, ce ne sont pas véritablement des faits, ce sont des topos, ce sont des modèles. Des modèles, je le disais tout à l'heure, auxquels Louis IX a pu se conformer ou non, qui lui ont pu lui être appliqués ou non. Et dans sa méthode, ce qu'il essaye de faire, c'est de repérer ce qui, au milieu de ces topos, de ces modèles, pourrait être véritablement des faits que l'on pourrait véritablement rapporter à l'individu Saint-Louis. Donc son plan, il est extrêmement... La critique qu'il a fait des sources, c'est aussi une démonstration du métier d'historien qui est magistral, c'est-à-dire montrer que les sources, on doit savoir d'où parle l'auteur, quel est son agenda, mais aussi être capable de mettre en série des narrations pour repérer qu'en fait, c'est toujours les mêmes articulations qui sortent. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, Le Goff, souvent on dit que c'est le départ à la croisade qui est la grande césure dans la vie
vie de Louis IX. On fait toujours la vie 1 avant la croisade, 2 après la croisade. Et lui, il va chercher une rencontre qui n'avait pas été finalement montée en épingle par les hagiographes eux-mêmes, mais qui pour lui est déterminante. C'est au retour de la croisade, Saint-Louis croise le parcours de Hugues de Digne, qui est un franciscain millénariste, c'est-à-dire qu'il croit à la fin des temps, qui est profondément eschatologique et qui croise le roi et qui lui dit que son royaume risque de lui être enlevé s'il ne fait pas bonne justice. Et pour lui, c'est véritablement le basculement de l'individu Saint-Louis vers un règne toujours, il le dit, toujours plus eschatologique, donc toujours plus de renoncement vestimentaire, toujours plus de sobriété, toujours plus de conformation finalement à un idéal de vie chrétien, mais qui est aussi un idéal de gouvernement. Ce qui est très intéressant dans ces passages qui consacrent effectivement à sa rencontre avec Hugues de Digne, c'est que l'historien n'hésite pas à intervenir dans le récit pour dire « je pense qu'il s'agit du moment décisif, je pense, j'ai l'intuition que là il se joue quelque chose ». Et que on sent aussi que là il y a une voix d'auteur qui parle, il y a l'individu Le Goff qui a rencontré l'individu Saint-Louis, en tout cas qui essaie de le rencontrer, et que en ayant embrassé pendant des années, voire dizaines d'années autant de matériaux, là émerge quelque chose qui a une cohérence pour lui, qui n'est pas de l'ordre de l'administration formelle de la preuve, parce qu'il n'y a pas une démonstration qui permettrait de dire par A plus B, la rencontre avec Hugues de Digne est plus importante que la croisade ou la mort de la mère, etc. Mais il le fait émerger parce que ça correspond à ce qu'il a fini par concevoir en tant qu'historien. Exactement. C'est un livre qui est individuel, c'est aussi un livre qui est collectif par certains côtés. Dans les remerciements, il évoque Jean-Claude Schmitt, Jacques Revel, qui a relu, annoté. C'est aussi le livre qui est celui presque d'une génération d'auteurs qui ont travaillé sur le Moyen-Âge et d'une forme de médiévistique française qu'on n'attendait pas forcément dans le genre biographique, effectivement, mais qui fait aussi la synthèse de toute une série d'acquis sur croire au XIIIe siècle, le rapport à l'au-delà, le rapport à la croisade, etc. Donc, Le Goff parle en son nom propre, mais il synthétise aussi 40 ans de travaux de lui et de ses collègues et de ses proches. Oui, c'est aussi une démonstration de... en fait, c'est Étienne Anaïm qui a démontré que le terme d'école des annales, en fait, l'école des annales, c'est un terme que l'on doit à Le Goff. C'est lui qui a synthétisé en fait cette idée qu'il s'agissait de faire école. Et là, il y a une démonstration qui tient en effet d'une démonstration de toute une école. Donc, une jeune garde comme Jean-Claude Schmitt, qui est ici le doyen de l'ouvrage, mais de l'ouvrage que je dirige, mais qui dans le Saint-Louis était encore en fait un jeune chercheur. Donc, c'est aussi pour ça que c'était important que Jean-Claude Schmitt soit également dans cet ouvrage. On a eu aussi à cœur de montrer toutes les générations de chercheurs qui continuent à travailler sur Saint-Louis pour justement s'inscrire un petit peu de notre manière dans... On ne peut pas dire que c'est une école, parce qu'on en parlera peut-être, mais les historiens qui ont collaboré à ce volume peuvent venir d'écoles historiques, voire d'autres disciplines qui sont très dissimilaires. Mais on avait aussi envie de faire cet effet de cohorte, je parle de photos de famille un petit peu à la fin, de montrer en fait que la recherche, c'est collectif, et que, vous le dites bien, la vie de Saint-Louis de Le Goff, c'est 1000 pages, c'est 15 années d'efforts. On a vraiment l'impression que c'est une traversée en solitaire de la vie de Saint-Louis. Mais il y a du collectif. Nous, on l'a véritablement plus assumé, c'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on n'allait pas y passer 15 ans. On n'a pas fait 1000 pages, mais que c'était aussi important de rendre hommage à cette école des annales qui était une école collégiale. Donc on a travaillé ensemble, on a fait du collectif. Il y a une chose qui est assez fascinante et qui est vertigineuse dans le livre de Le Goff, c'est que Le Goff, en tant qu'individu qui parle à la première personne, souvent dans le livre, cherche à approcher un individu, mais il cherche à l'approcher au moment même où la notion d'individu est en train, dit-il, de se cristalliser au Moyen-Âge, puisque au XIIIe siècle, on est après le 4e concile du Latran, qui a imposé la confession personnelle au moins une fois par an. On est à un moment d'émergence aussi dans la pensée scolastique du sujet de la personne, du libre arbitre. Donc, il cherche l'individu Saint-Louis à un moment sans doute où, même si l'historiographie, la médiévistique a continué de beaucoup réfléchir sur ces questions, mais en tout cas où c'est un des jalons de l'émergence du sujet moderne. Et c'est aussi la justification qu'il fait auprès justement de l'école dont il est issu. C'est-à-dire, je vais m'intéresser à un individu, non pas pour l'individu, mais parce que précisément, l'individuation commence à être un thème, commence à être un phénomène
historique crucial qui émerge à l'époque de Saint-Louis. Donc c'est aussi une manière de justifier le choix qu'il fait de Saint-Louis et de l'individu Saint-Louis, car oui, à partir de ce moment-là, le dit-il, on peut commencer à parler d'individuation, d'individu, et ce faisant, également, il lance, d'une certaine manière, il paralyse pour un temps relativement long l'ambition de refaire une biographie, parce qu'il faut passer après le Saint-Louis de Le Goff, mais il lance aussi un nouveau champ de recherche sur l'individu au Moyen-Âge, dont ce sont, vous le dites très bien, emparés les médiévistes, mais par la suite. Avec un paradoxe qui est que cet individu Saint-Louis qu'il traque, il se dérobe en même temps toujours, puisque l'individu Saint-Louis, pour ce qu'on peut en savoir, a toujours cherché à dissoudre son individualité derrière des modèles d'imitation du Christ et d'une souffrance la plus pieuse possible, et en gros l'effacement du moi en quelque sorte. Donc c'est très paradoxal de chercher l'individu en Saint-Louis, qui est en même temps la personne royale qui disparaît le plus derrière des modèles de rois pieux. Oui, c'est véritablement un individu qui est au confluent de modèles qui lui sont imprimés. Il y a le modèle royal, mais il y a aussi le modèle de la sainteté, parce que c'est aussi ce que montre Le Goff, c'est que le petit Louis, il a vécu dans l'idée, d'une certaine manière, dans le projet qu'il devait devenir un saint. On avait déjà essayé de faire canoniser son grand-père, Philippe Auguste. Ça n'avait pas marché pour des raisons assez évidentes. La répudiation d'Ingeborg de Danemark, par exemple, ça ne posait pas véritablement un saint. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point c'est souvent, quand on aborde la sainteté de Saint-Louis, la plupart des biographes disent bon voilà, vous voyez, c'était un roi qui était exceptionnel, il était bon, il avait toutes les qualités chrétiennes, donc finalement la sainteté c'est la conséquence de toutes ces bonnes actions. Saint-Louis devait être canonisé. Alors que ce que montre Le Goff, c'est que plutôt la sainteté était un but personnel, mais aussi un but dynastique. Et donc la sainteté devient non pas le point d'aboutissement de la vie de Saint-Louis, mais la dynamique de la trajectoire de l'individu et du roi Saint-Louis au sein de sa dynastie, qui veut apporter un saint aux Capétiens. C'est fondamental dans la sacralisation en fait de la dynastie capétienne. Cette canonisation, c'est véritablement un jalon incroyablement puissant. C'est-à-dire que les Capétiens avaient leur saint. Je citerai ici un passage de Jean-Claude Schmitt dans la contribution qu'il donne au volume collectif que vous dirigez, parce que je trouve qu'il résume de manière très brillante cette tension entre l'individu et les modèles. Il écrit « Jacques Le Goff a donc bien rencontré Saint-Louis, mais ce face-à-face est tout en tension, avec des éclats de réalité jaillis dans l'interstice des sources, et simultanément une accumulation de modèles divergents auxquels le Saint-Roi a voulu s'identifier. » C'est très justement résumé. Il ne faut pas donner l'impression qu'on est en train de bâtir une statue à Le Goff qui lui-même aurait bâti une statue à Saint-Louis, parce que dans les deux cas, c'est pas vrai, évidemment. C'est une biographie critique à sa façon, c'est une biographie qui cherche les points de tension, les points qui fâchent, surtout d'une série de domaines, on pourra en parler. Et puis, quand on lit cette biographie aujourd'hui, on est aussi marqué par le fait que c'est un livre de son époque, c'est un livre qui est tributaire de la médiévistique de son époque, on pourra en reparler peut-être, c'est avant, d'une certaine manière, le tournant documentaire ou le rapport nouveau aux documents qui marque les dernières décennies. C'est aussi un livre, même si Le Goff essaie de l'inscrire dans de vastes horizons, c'est un livre qui est basé sur une historiographie occidentale, et le Saint-Louis, c'est le Saint-Louis des sources latines, et pas un Saint-Louis, par exemple, des chroniqueurs arabes. Donc c'est un livre qui a un certain nombre de marqueurs qui nous paraissent aujourd'hui datés, en tout cas qui en font un livre de son temps. Oui, et c'est ce qui justifie justement l'ambition de ce colloque qui normalement devait se tenir pile 25 ans après le Saint-Louis de Jacques Le Goff, et puis le Covid est passé par là, et puis ensuite l'édition a pris aussi du temps, donc maintenant c'est ce qu'on disait au début, c'est presque 30 ans, mais c'était vraiment l'ambition aussi de ce colloque que j'avais intitulé « Quoi de neuf sur Saint-Louis ?» c'était de voir l'impact qu'avait pu avoir ce livre sur le sujet Saint-Louis tel que traité par les historiens, mais aussi les angles morts du livre, et vous en avez cité un certain nombre. En effet, c'est une perspective qui est très franco-centrée, par exemple, et puis aussi de voir quels étaient les chemins qui avaient pu être pris par l'historiographie depuis, qu'est-ce qu'on avait appris de plus, qu'est-ce qu'on avait travaillé autrement, quels étaient les documents qui avaient été privilégiés après les vitae et globalement la géographie qui avait été, Jacques Le Goff avait fait son miel.
Il y a une chose qui m'a frappé en lisant, mais bon, j'ai peut-être une sensibilité particulière à ça, parce que c'est en général des choses qui... Je m'arrête quand je trouve ce genre de formulation. J'ai trouvé que Le Goff passe beaucoup de l'individuel au collectif et qu'il prête parfois à la France du XIIIe siècle les traits de Saint-Louis, que parfois Saint-Louis devient un peu le résumé de transformation globale et que, à travers Saint-Louis, et donc des exemples qui concernent évidemment un personnage au sommet absolu de la hiérarchie sociale, il prête des traits, disons, au peuple de son époque. Il y a un passage sur la perte du Saint-Clou, quand tout le monde est en émoi parce qu'on a perdu un des clous de la Passion du Christ. Et il décrit la dévotion populaire et le fait que, comme Saint-Louis, tout le royaume est en émoi. Et bon, en lisant ça aujourd'hui, moi je me demande dans quelle mesure il n'y a pas la surinterprétation ou l'idée que ce qui s'applique au roi pourrait s'appliquer à son temps et pourrait s'appliquer à son peuple. Et peut-être que la distance entre eux, ne serait-ce que géographique, entre Saint-Louis, avant tout l'Île-de-France, région parisienne, et puis le reste du royaume, je ne sais pas comment le dire exactement, mais c'est pas le livre de Pierre Goubert, Louis XIV des 20 millions de Français, qui met dans un face-à-face un roi, la population du royaume. Là, on a le roi, et de temps en temps, le roi parle pour toute son époque, d'une manière qui n'est pas toujours son raccourci, me semble-t-il. Oui, c'est tout le pari du livre et son paradoxe, c'est qu'en fait, il souhaite retrouver l'individu Saint-Louis. Pour se justifier, il dit « mais je ne cherche pas l'individu Saint-Louis pour faire un récit psychologisant, pour savoir qui était Saint-Louis, ça n'intéresse personne. Je le fais parce que Saint-Louis est une porte d'accès à la société française au XIIIe siècle. » Ce qui, en effet, est impossible étant donné les sources qu'il mobilise. Et par la suite, on a des historiens qui ont pu écrire comme Gérard Siveri, Saint-Louis et son siècle. Où là, c'est presque le rapport inversé. On est plus sur le siècle de Saint-Louis que sur Saint-Louis lui-même. Donc en effet, c'est un des manques, mais de toute façon, 1000 pages déjà sur l'individu. S'il avait dû faire le temps, donc les 2 volumes, ça aurait vraiment été encore 15 années de recherche. On sent que, je crois que quand même à la fin, on voit qu'il avait plus envie de travailler dessus. On voit qu'il publie quasiment plus rien sur Saint-Louis. Après le Saint-Louis, c'est fini pour lui, quoi. En termes de modèle historiographique, ça dit aussi quelque chose d'une époque, les années 80-90, où on pouvait penser qu'un individu pouvait dominer seul toute une bibliographie et produire ce type de somme. Bon, ce que font encore des gens aujourd'hui. Évidemment, il y a des biographies colossales qui sont produites, mais peut-être que cette ambition totalisante, à l'échelle d'une personne, serait plus tout à fait envisageable de la même manière par les générations actuelles. Enfin, en tout cas, voilà, la question peut se poser. Peut-être avant de tourner la page et d'aller vers le volume que vous allez diriger plus en détail, est-ce qu'on peut dire un mot de la réception du livre sur le moment, en 1996 et juste après? Parce que c'est un livre qui s'est beaucoup vendu. Pour un livre d'histoire, il s'est même énormément vendu, des dizaines de milliers d'exemplaires. C'est un livre qui a eu un énorme accueil critique avec beaucoup de recensions, beaucoup de traductions aussi. Donc voilà, c'est un événement historiographique à part entière. Oui, alors c'est un peu le livre de tous les records aussi, c'est-à-dire que c'est 66 000 exemplaires qui sont tirés et qui sont vendus. Donc bien entendu, on est très loin des 300 000 exemplaires vendus du Montaillou, village occitan de Le Roi Ladurie. Combien d'entre eux avaient été achetés en pensant lire un truc un peu régionaliste et pas forcément un livre d'histoire sur l'Inquisition au XIVe? Mais bon. Et puis on n'est plus du tout à la même époque aussi éditoriale. On commence à être dans ce qu'on appelle la crise des SHS. Donc en fait, si toute comparaison faite, il réalise la même performance dans un contexte qui n'est plus du tout le même pour l'édition scientifique de l'époque, y compris vis-à-vis du grand public. Alors en effet, ça a été aussi un événement donc public. Le Goff est passé à la télévision, il a fait de la promotion un peu partout, il a été invité sur des plateaux télé. Après sa mort, en règle générale, c'est toujours le livre qui continue à être cité parce que c'est un livre qui a touché également beaucoup plus le grand public que d'autres productions qu'il a pu faire. Et puis, du côté des scientifiques, c'est assez rare, mais il y a un colloque qui a été organisé, ou plutôt une table ronde par la revue médiévale, au moment même de la sortie du Saint-Louis de Le Goff. Et cette table ronde a été offerte à Le Goff comme un deuxième recueil de mélanges. Donc, les mélanges, ce sont ces textes qui sont rassemblés au moment du départ à la retraite d'un historien et qu'on lui offre en hommage. Ici, c'est un hommage à une œuvre, le Saint-Louis. Donc, Patrick Boucheron y a participé, Jacques Chiffolo, Jean-Philippe Jeunet, des grands noms de l'histoire médiévale de l'époque. Et donc, oui, ça a été un événement. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'amphithéâtres dans lequel on n'a pas parlé au moment de sa sortie du
Le Goff, y compris pour le critiquer, parce que ce qui était aussi intéressant au moment du colloque, c'est que j'avais demandé aux différents intervenants de se situer aussi vis-à-vis du Saint-Louis de Le Goff, et on voyait que c'était pas nécessairement la référence qui faisait l'unanimité pour les historiens qui étaient réunis. Certains se réclamaient plutôt de Jean Richard. Notre collègue britannique Linley Grant ne voyait pas le problème, en fait. Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas faire une biographie historique? Elle disait, les anglo-saxons n'avaient aucun problème avec l'idée d'une narration chronologique de la naissance à la mort. Voilà, c'était assez intéressant aussi de voir les rapports que les uns et les autres nourrissaient au Saint-Louis. Pour ma part, c'est véritablement une lecture qui est structurante, parce que ce que Le Goff a fait à Saint-Louis aussi, c'est assez admirable. On l'a peut-être pas dit, mais c'est cette inversion du religieux et du politique. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, Patrick Boucheron dit que l'État flotte sur le volume. Il consacre 10 pages finalement au gouvernement de Saint-Louis. Et tout le reste, c'est à l'inverse des biographies comme celle de Langlois ou celle de Jean Richard, où la dévotion, c'est 10 pages et tout le reste, c'est le gouvernement. Donc il y a une inversion du religieux et du politique, où on prend au sérieux la religion de Saint-Louis. Et donc, je le disais tout à l'heure, la canonisation, ça n'est pas juste un résultat de bonnes actions, c'est une dynamique. Et aujourd'hui, les spécialistes du gouvernement de Saint-Louis, après William Chester Jordan, parlent de redemptive governance, de gouvernement rédempteur. C'est-à-dire que véritablement, le gouvernement du roi doit apporter le salut au roi et au royaume. Et ça, c'est véritablement quelque chose, je pense, qui a été une porte qui a été ouverte par le Saint-Louis de Le Goff, et cette inversion, cette prise au sérieux de la religion royale. Alors, il était évidemment en position éminente pour le faire, en ayant travaillé notamment sur le purgatoire, sur l'imaginaire médiéval, et du coup, en ayant contribué à casser la dichotomie très artificielle qui était perpétuée au XIXe siècle entre histoire politique et histoire religieuse, avec les gens qui s'occupaient des institutions administratives et du gouvernement, et puis on reléguait le religieux à quelques historiens catholiques de préférence, et puis c'était des sphères séparées. Avec Le Goff, ça n'a plus de raison d'être, parce que tout le travail de médiéviste de Le Goff a consisté aussi à montrer à quel point on ne peut pas penser l'Occident médiéval sans penser ses structures de pensée, ses structures de croyance et ses structures ecclésiales, et du coup, la biographie est le lieu de l'expérimenter. Donc là, c'est effectivement un apport central parfaitement validé, on va dire, par l'historiographie récente. Et c'est la richesse en fait de l'approche anthropologique de Le Goff qui a tout à fait, qui est légitime et licite à s'emparer de l'objet Saint-Louis d'un point de vue anthropologique, parce que Saint-Louis, c'est du religieux et c'est du politique. Alors du coup, le livre que vous dirigez, issu donc d'un colloque, il pose une question historiographique extrêmement profonde, qu'on pourrait résumer comme ça. Est-ce que en histoire, le savoir est cumulatif? C'est-à-dire, est-ce que il y a des strates successives qui font que après tel grand jalon, telle grande découverte, eh bien, on peut continuer à construire du savoir, ou est-ce que parfois il y a des bifurcations, des oublis, des angles morts? J'étais très intéressé notamment par l'article que vous avez écrit sur la bibliométrie, qui est très contre-intuitif, où en gros vous comptez les travaux consacrés à Saint-Louis, et on pourrait se dire, bon voilà, la grande synthèse de Le Goff a éteint la recherche et puis a refermé un petit peu la curiosité. En fait, c'est exactement l'inverse. Il y a à peu près 230 travaux sur Saint-Louis avant 96, dans les 20 ans qui précèdent, et 430, dans les 25 ans plutôt qui précèdent, et 430 dans les 25 ans qui suivent. Donc il y a quasiment le double de travaux après le Saint-Louis de Le Goff, pas exactement dans la même veine bien sûr, mais il n'a pas du tout épuisé le sujet, il a contribué à ouvrir des voies, et beaucoup de gens s'y sont engouffrés. Il n'a pas épuisé le sujet. Après, ces chiffres, il faut aussi les prendre pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'il y a un emballement du nombre de publications aussi après les années 90. Comme on l'a dit tout à l'heure, le métier d'historien a changé. On a l'informatisation, Internet, fait qu'on a accès à de plus en plus de choses, qu'on a des injonctions dans nos laboratoires de recherche aussi à publier de plus en plus. Donc, on peut dire que finalement, en tout cas, il n'a pas tué le sujet et que les productions sur Saint-Louis sont restées stables, voire ont peut-être un peu augmenté. Et ce que je m'étais amusée à compter aussi, c'est que finalement, le Saint-Louis de Le Goff a sur le coup, pendant un an ou deux, un petit peu asséché, on va dire, le vivier. Puis après, les choses sont reparties. Mais ce qui a beaucoup plus durablement asséché les études du noviciat, c'est les grandes commémorations
de 2014 qui, véritablement, encore un anniversaire, on est allé chercher dans les fonds de tiroir des gens qui travaillaient de proche ou de loin sur Saint-Louis, qui ont été obligés de faire leurs petites commandes, il y a eu des colloques, il y a eu des choses comme ça, et après, brutalement, ça s'est effondré, plus personne n'avait envie de travailler dessus, parce qu'on avait, on avait à peu près rameuté toute la période, toute la planète qui travaillait sur Saint-Louis à ce moment-là. Donc c'était assez amusant de voir que finalement, en effet, ça avait ouvert des pistes. La bibliométrie livre aussi d'autres enseignements. Vous montrez que les 2/3 des gens qui écrivent sur Saint-Louis sont des hommes. Oui, tout à fait. Alors, c'est moins vrai pour les pays anglo-saxons, mais par exemple, pour la France, on passe quasiment à 70% d'hommes pour 30% de femmes, mais c'est aussi parce que c'est un sujet national, c'est un sujet régalien, c'est un sujet politique, et ça n'est pas toujours facile pour une femme de pouvoir s'insérer dans ce type de champ. Vous montrez aussi que, et ça c'est pas une surprise, que le politique a été remis en avant, réévalué. En revanche, l'histoire économique et sociale consacrée au règne de Saint-Louis, c'est un peu le parent pauvre de cette historiographie récente. En tout cas, voilà, on n'est plus à l'époque précisément de la 2e ou 3e génération des annales qui faisait des questions économiques et sociales le cœur de la réflexion. Là, ça passe au second plan, clairement. C'est un peu le sac et le ressac, en tout cas. Depuis le Saint-Louis de Le Goff, à part quelques grands noms, vieux noms comme Siveri ou Jean-Richard, personne n'a véritablement osé s'affronter de nouveau à pondre une biographie sur Saint-Louis. Donc ça, c'est un vrai angle mort. On voit que les historiens sont plutôt allés prendre des frères, des sœurs, des membres de l'entourage pour parler, en fait, refaire du biographique et de l'individuel. Et c'est vrai que comme on a eu aussi ce grand retour du politique, de l'histoire non plus politique, mais l'histoire du politique, il était de nouveau licite de travailler sur ces questions-là, et les historiens s'en sont emparés. Ça tient aussi, je le dis, à une forme de tournant documentaire, c'est-à-dire que on a, une fois que les sources hagiographiques ont été merveilleusement, ou en tout cas décortiquées avec brio par Le Goff, les historiens sont aussi allés se réfugier sur d'autres types de sources, qui souvent avaient déjà été éditées depuis longtemps, qui étaient plutôt des sources de gouvernement, et ça a bien entendu influé leur manière d'écrire l'histoire et les thématiques qu'ils ont gardées. On s'intéressait beaucoup plus à la justice de Saint-Louis, on s'intéressait beaucoup plus aux comptabilités, par exemple avec Gaël Chenard, etc., etc. Oui, alors ça c'est un passage très très intéressant. Avec Gaël Chenard, vous coécrivez un texte dans le volume Une voie royale, entre guillemets, peu empruntée par Jacques Le Goff, les écrits de gouvernement, parce que là, si on entre vraiment dans la fabrique des deux livres, c'est passionnant. Le Goff, on l'a dit, la deuxième partie de sa bio, donc la première c'est le récit, la troisième c'est les thèmes, et la deuxième c'est les sources, pour le dire simplement. Et dans ces sources, il y a des analyses extraordinairement étendues sur les auteurs clairs qui ont décrit le roi, sur Joinville, etc. Puis il commence quand même par dire, bon, il y a les actes officiels du roi, c'est une voie royale, avec le jeu de mots, pour accéder au roi, sauf qu'en fait pas vraiment, parce qu'il y consacre beaucoup moins de pages, beaucoup moins d'attention. En partie aussi, sans doute, et là, si on rentre dans l'atelier du médiéviste, ça a dû jouer, parce qu'il n'y avait pas, comme ça existait pour Philippe Auguste, des recueils d'actes parfaitement édités avec toute l'érudition nécessaire, et que du coup, c'était un autre travail qu'il aurait fallu faire pour s'approprier ce matériau documentaire considérable que sont les actes officiels qu'on trouve dans les archives. C'est pas ça la matière première de Le Goff, clairement. C'est pas ça non plus qui l'intéressait. C'était pas ça qui l'intéressait, mais c'est vrai qu'il n'avait pas en fait les ressources, y compris textuelles, pour pouvoir le faire. On est loin, par exemple, du gouvernement de Philippe Auguste de John Baldwin. John Baldwin a édité tous les registres de Philippe Auguste. Et en plus, il y en a moins. Et il y a moins de documents, c'est sûr, mais quand même, c'était une belle entreprise éditoriale. Et ce faisant, bien entendu, il est devenu le spécialiste du gouvernement de Philippe Auguste. Il a pu livrer une formidable étude du gouvernement. Donc ça n'intéressait pas Le Goff, mais il faut aussi pointer le paradoxe en fait de Saint-Louis, c'est que les actes de Saint-Louis n'ont toujours pas été édités. Un, parce qu'ils sont plus nombreux, mais deux aussi parce que il y avait un autre grand éminent spécialiste de Saint-Louis à l'époque, Louis Carolus Barré, qui s'est assis sur le fond. C'était un peu la manière qu'on avait de procéder à l'époque, c'est qu'on remettait un fond à un homme qui devait l'éditer et y consacrer toute sa vie. Et Carolus Barré est allé assez loin, il avait rassemblé autour de lui des équipes, mais toutes les saisies d'actes qu'il a pu faire et ses prédécesseurs avant, Delille aussi avait
a lui aussi participé à ce projet, sont à l'étage de fiches dactylographiées dans la bibliothèque de l'Institut. Et c'est Jean-François Moufflet qui a participé au colloque, mais qui était en train de rédiger sa thèse au moment justement où le livre est paru. Donc on parle de ses travaux, mais il ne les expose pas de première main, qui a livré le premier catalogue des actes de Saint-Louis. Et il a soutenu sa thèse l'an dernier, qui est une ressource formidable, puisque bientôt nous aurons tous les actes de Saint-Louis qui vont arriver, mais sous une autre forme. Sans doute une forme, en fait, une édition en ligne, au moins dans un premier temps, même si l'Académie des inscriptions et belles-lettres a toujours envie de finir avec un beau volume à la fin. Mais il y a le nombre d'actes, ce qui fait que, par exemple, le Goff n'avait pas cet instrument-là. Et puis il y avait des sources qui existaient, qui étaient déjà éditées depuis Belle-Lurette, depuis le début du XXe siècle ou la fin du XIXe siècle. Par exemple, les recueils des arrêts du Parlement, les fameux registres des Olymes. Mais là, on est face à des centaines, des milliers d'affaires judiciaires dont on ne garde des fois que la sentence ou que l'enquête qui a été menée. Donc c'est à la fois pléthorique, mais c'est à la fois très lacunaire. Les enquêtes sur lesquelles j'avais travaillé pour ma part, c'est 10 000 plaintes d'hommes et de femmes du XIIIe siècle. Donc avant l'ère justement de l'informatisation des données, des bases de données, c'était difficile de pouvoir approcher cette source comme un tout. Et puis c'est pareil, c'est à la fois abondant et puis on n'a que les plaintes. Donc c'est un petit peu le paradoxe, c'est qu'il y avait des sources qui étaient là depuis longue date, parfois éditées, mais savamment contournées par l'historiographie aussi et par Le Goff au premier chef. Est-ce que sa justification ne tient pas sincèrement quand il dit oui, en même temps ça ne permet pas ces sources ne permettent pas de pouvoir rentrer dans l'individu de Saint-Louis, ce qui est mon objet, ça permet de rentrer dans l'administration. C'est quand même une justification qui balaye un petit peu les choses d'un revers de main. C'est sans doute une justification en fait qui peut-être en déguise une autre, parce que au fond, c'est aussi une manière pour Le Goff d'éviter ou de ne pas aborder aussi frontalement une question qui est une question historiographique classique, qui est la construction de l'État monarchique en France, de Philippe Auguste à Philippe le Bel, avec Saint-Louis comme jalon, avec toujours des paradigmes en termes de modernisation, le roi qui modernise l'administration, est-ce que c'est déjà moderne, est-ce que c'est encore féodal, etc. Et on sent que pour Le Goff, c'est pas du tout les questions qu'il a envie de poser, et que du coup, il contourne aussi un petit peu ces enjeux qui sont classiques dans l'historiographie, qui ont été réactivés sous d'autres formes, que votre volume traite en partie, mais c'était clairement pas les questions qu'il avait envie de poser au premier chef. Non, dans la troisième partie, justement, il doit consacrer à nouveau 10 pages à la question roi féodal ou roi moderne. Mais c'est vrai que c'est pas son enjeu. Et puis c'est aussi, je pense, les sources dont on a parlé tout à l'heure et qui ont été éditées à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, ce sont les grandes sources de l'école méthodique et de l'école positiviste. Elles sont éditées par Delille, elles sont éditées par Langlois. Donc c'était encore l'époque où on pensait que pour faire histoire, pour que l'histoire puisse devenir une science, il fallait être sûr que les documents étaient des documents véridiques et que si on alignait les documents véridiques les uns après les autres, on allait avoir une trame historique. Ouais, le récit se ferait de lui-même. Le récit se ferait de lui-même. Et donc, je pense qu'il écarte aussi savamment ses sources et prudemment ses sources parce qu'il n'a pas envie justement de devoir se confronter en fait à cette historiographie qui nécessairement le tirerait vers d'autres problématiques. Alors dans le volume que vous dirigez, il y a un article très intéressant de ce point de vue-là, qui est celui de Gaël Chenard, Louis IX et Alphonse de Poitiers, donc son frère, des hommes singuliers, qui donne un éclairage assez original sur cette idée de construction de l'État monarchique, en montrant que Alphonse de Poitiers, donc il a été comte ou duc, je ne sais plus. Il est comte de Poitiers. Voilà, comte de Poitiers. Et du coup, Toulouse. il y a une sorte d'état comtal où il bat sa propre monnaie. Donc, c'est le frère du roi. À la fois, il participe à la construction d'une même monarchie parce qu'au fond, il administre ses terres avec le même genre d'hommes, avec le même type de formation, souvent passés par l'université, des juristes, etc. Donc, des gens, il y a une forme de porosité entre les milieux dirigeants et c'est les mêmes qui construisent l'administration dans les deux espaces. Et en même temps, aussi des formes de rivalité parce qu'on apprend qu'ils sont passés presque 15 ans sans se voir et sans s'adresser la parole, et que on est quand même encore dans ce monde de la rivalité entre frères, dans un monde aussi féodal. Donc c'est très intéressant de refaire apparaître ce personnage, pas du tout pour des raisons familiales, mais pour des raisons, encore une fois, de comment se construit un pouvoir sur un territoire.
Exactement, c'est-à-dire que lors du procès de canonisation de Saint-Louis, on a présenté sa famille comme la Beata Stirps, la racine, la souche sacrée, la souche sainte. D'une certaine manière, on a gommé les aspérités de cette famille et les dynamiques de cette famille qui pouvaient aussi nous en apporter beaucoup sur le personnage Saint-Louis. Saint-Louis a écrasé les autres membres de sa famille et notamment, il a écrasé Alphonse de Poitiers. Alors, c'est pas simplement ou comme peuvent le faire Jacques Dararin et Schoenfield, dire « Ah bah quand même, il avait un frère, il avait une sœur, il faut aussi en parler ». C'est qu'en fait, on se rend compte que les frères et sœurs avaient un même ADN. Un ADN qui est un ADN capétien, un ADN de gouvernement, qui était partagé en effet par toute une catégorie sociale de serviteurs de l'État et qu'il y avait de temps en temps des antagonismes forts. C'est-à-dire qu'Alphonse de Poitiers, il entend, sous Louis IX, on dit que le roi est empereur en son royaume, et ben Alphonse, il entend être empereur dans son comté d'une certaine manière. Donc on voit aussi les frottements et on voit aussi que finalement l'exceptionnalité, la singularité de Saint-Louis est gommé aussi dans une classe politique dont il participe et il procède, mais dont il n'est pas l'alpha et l'oméga. Il y a un article qui suit celui-là qui est tout aussi passionnant, l'article de Jacques Dalarin et Schoenfield sur Isabelle de France, la sœur de Saint-Louis. Alors je trouvais ça passionnant notamment parce qu'il y a une source mobilisée qui est très très frappante, qui a un récit au plus près, en tout cas c'est l'impression que ça donne, c'est un peu le Joinville au féminin, c'est-à-dire quelqu'un qui a connu Isabelle de France, qui la raconte, qui la décrit, y compris dans ses gestes, elle tisse un bonnet, elle ne veut pas le donner au roi, enfin il y a des petites anecdotes quand même très très singulières. Et puis l'article montre aussi que la sœur du roi, c'est pas non plus une question de vie privée. Elle n'est pas reléguée dans les coulisses biographiques en disant voilà le roi et puis chapitre sur la famille du roi, la vie privée. Non, c'est une figure qui participe aussi de la construction d'un modèle, alors à la fois royal, c'est la famille royale, mais aussi d'un modèle de piété, parce que elle voue aussi sa vie à sa façon à Dieu, d'une façon même très très approfondie, pas exactement comme son frère, mais presque aussi approfondie que son frère. Donc, comme Alphonse de Poitiers est une figure du gouvernement capétien partagé avec Louis IX et qui explique aussi le gouvernement de Louis IX, dans le cas d'Isabelle de France, on est avec une princesse qui a un destin qui est totalement singulier, puisqu'en fait, c'est la seule fille de Blanche de Castille et de Louis VIII, mais elle refuse le mariage et décide de demeurer vierge toute sa vie. Mais en même temps, elle fonde un ordre monastique, donc un ordre mendiant, sans vouloir en devenir l'abbesse. Donc sans vouloir entrer dans les ordres. Et puis en refaisant plusieurs fois la règle, en insistant pour que la règle soit validée par la papauté et en se laissant pas démonter en gros. Exactement, donc c'est une figure de l'entre-deux qui est passionnante et qui montre aussi cette volonté également des laïcs et ici des femmes, hein, parce que c'est aussi toute l'époque du mouvement des béguines, de ces laïcs qui veulent aussi participer à la construction du religieux, mais tout en demeurant des laïcs. Et là, ce qui est formidable, c'est qu'il y a une autre forme d'émulation avec Alphonse de Poitiers. Il y a une forme de rivalité politique. Là, on a une émulation dans la piété où Jacques Dalarin et Schoenfield disent en figure de plaisanterie que ce qui animait la compétition cette fois-ci entre Isabelle et son frère, c'était « plus d'évoque-moi, tu meurs ». Mais il y a véritablement cette idée aussi qu'une partie de la radicalité de la piété de Saint-Louis, il la tire de son propre entourage familial et de cette sœur qui, elle aussi, aurait pu être canonisée, mais qui, sa canonisation est également écrasée par celle du frère. Autre aspect que Le Goff n'avait pas mis en évidence de manière centrale, en tout cas c'était clairement pas les questions qui l'intéressaient le plus, ce sont les questions militaires et diplomatiques. Il y a plusieurs contributions, celle de Amici Pellissier du Rosas sur la paix anglaise de Louis IX, celle de Vincent Martin sur Louis IX, les guerres et la paix du royaume, celle aussi de Xavier Larry, Saint-Louis chef de guerre, rappelant que chez Joinville en particulier, toute une partie de l'ouvrage de Joinville, c'est les faits d'armes du roi chevalier, et jamais on ne vit si beau chevalier que lorsqu'il mena la bataille, et comme son grand-père et son petit-fils, Auguste Philippe le Bel, il a été au combat, il a incarné l'idéal de chevalerie, donc c'est un roi pieux, mais un roi pieux qui accomplit aussi ses fonctions royales, dont la fonction guerrière.
Et le principal moteur du règne de Louis IX, ça c'est William Chester Jordan qui l'avait démontré dans Louis IX and the Challenge of the Crusade, c'est la croisade. Et la croisade, c'est quoi? C'est une guerre. Et c'est ce que rappelle ce que martèle Xavier Larry dans sa communication, c'est dire la croisade est une entreprise guerrière. Et il prend la tête. Même si à l'arrière-plan, il y a l'obsession de la conversion. Donc c'est une entreprise guerrière, mais avec tout un arrière-plan, évidemment, à lire en termes religieux. Mais c'est beaucoup plus coûteux et difficile à organiser qu'une guerre contre un autre seigneur, fût-il le roi d'Angleterre. Donc c'est également extrêmement intéressant de rappeler cela, puisque la figure du roi guerrier n'avait pas beaucoup intéressé Le Goff, c'est sûr. Et puis, c'est le roi de guerre, mais c'est aussi ce que montrent Amici Pélicier du Rosas et Vincent Martin, un roi de paix. Donc, c'est le roi qui décide, à partir de la croisade de 1247, d'exporter la guerre en dehors des frontières du royaume et donc de devenir l'artisan de la paix entre les princes chrétiens, y compris si cela doit lui coûter cher, comme le traité de Paris avec les Plantagenets, où Amici Pélicier du Rosas montre que souvent on a beaucoup critiqué ce traité de Paris parce qu'on a dit que c'était finalement ce qui allait aboutir à la guerre de 100 ans avec le roi d'Angleterre qui ne veut pas prêter l'hommage au roi de France. Et ce qu'elle montre, c'est qu'à ce moment-là, Louis IX accepte en fait de perdre de nombreux territoires et de restituer un nombre de territoires impressionnants qu'il n'était pas obligé de restituer à ce moment-là. Donc il y a cette volonté aussi de paix, mais qui est une paix qui se conforme à la paix céleste et incarner la paix chrétienne. Et ce que montre aussi Vincent Martin dans son étude de la paix du roi, c'est que dans les frontières même du royaume, Louis IX se bat contre la guerre. C'est-à-dire que la guerre ne doit plus être le principal mode de résolution des conflits entre seigneurs. Il faut mieux qu'ils saisissent justice. Et donc, c'est la voie de cour qui, en tout cas, que Louis IX souhaiterait pouvoir imposée face à la voie des armes. Donc c'est aussi quelque chose d'intéressant parce que d'une certaine manière, Saint-Louis, les hagiographes l'ont immobilisé dans certaines postures, certaines statues. Il y a le roi de justice sous son chêne, il y a le roi arbitre de l'Occident et la paix du roi. Mais c'était des valeurs qui finalement étaient des valeurs théologales. Et ici, ce que montrent les différents historiens qui sont réunis ici, c'est de montrer qu'en fait, il y avait aussi un véritable gouvernement qui reposait sur ces principes-là. Donc, c'est une manière de réactiver aussi des vieux topos et de montrer que ces visages étaient des vrais visages également de Saint-Louis. Parmi les contributeurs à ce volume, il y a William Chester Jordan. Peut-être qu'il faut en dire un mot particulier, parce que c'est quelqu'un qui a lui aussi un très long compagnonnage avec Saint-Louis, qui a écrit un ouvrage passionnant, récent, La prunelle de ses yeux, sur les musulmans convertis dans le royaume. Donc il en parle dans le livre. On avait reçu à ce micro Jacques Dallarin, qui a traduit le livre pour en parler, donc on avait toute une émission dessus. Donc peut-être moins sur le texte lui-même, même si c'est passionnant, que sur la figure de ce grand historien. Est-ce que c'était important pour vous qu'il soit là ? Oui, c'était vraiment important. Il y avait l'ambition aussi dans ce livre de rassembler des recherches qui me paraissaient capitales, qui avaient été menées. Donc ça pouvait être des thèses doctorales, comme celle d'Amici Pélicier du Rosas, ou des thèses comme celle de Gaël Chenard sur Alphonse de Poitiers. Jean-François Moufflet. Ou de Jean-François Moufflet. Mais il y avait aussi l'idée de pouvoir ouvrir la porte à ces Capetian Studies américaines qui en fait sont encore malheureusement peu lues en France et peu connues. C'est fascinant parce que des Capetian Studies aux États-Unis, avec au départ c'est Haskins qui font ça dans les années 1930, ça n'est pas de soi non plus que sur les campus états-uniens, on s'empare des fleurs de lys et de la monarchie française. Oui, c'était aussi une manière de montrer l'héritage de la dette que le nouveau continent portait au vieux continent. Et ce qui était, ça me semblait important aussi que William Chester Jordan, vous avez dit que La prunelle de ses yeux, c'est un livre fondamental qui a été traduit par Jacques Dallarin, mais c'est le seul de toute la bibliographie de William Chester Jordan à être traduit en français. Donc en France, on connaît encore très mal cet historien américain qui pourtant a renouvelé considérablement
considérablement notre manière de concevoir le gouvernement de Saint-Louis, mais pas uniquement. Aussi le rapport de la monarchie et des Juifs, aussi les famines, la relation des sociétés médiévales au crédit. Enfin, c'est véritablement une historiographie très très riche et très très dense. Et ici, j'avais également invité donc Schoenfield, qui procède donc de ces Capetian Studies, Cecilia Gaposchkin, qui avait travaillé, qui a fait un superbe livre sur le culte de Saint-Louis, et Rowan Dorin est également présent, et il parle de l'expulsion des Juifs par Saint-Louis. Alors cet article-là, il m'a énormément intéressé aussi parce que, en quelque sorte, c'est un article qui s'appelle une relecture critique, l'expulsion des Juifs par Saint-Louis, qui d'une certaine manière montre à quel point on ne sait pas grand-chose, ou à quel point c'est dur de savoir. Et il commence par une critique assez dévastatrice de à peu près tout ce qui a précédé, en disant, voilà, y compris des livres dont c'est le sujet principal, comme celui de Juliette Simon, en fait, en sortant de la lecture, on ne sait toujours pas vraiment qui a expulsé qui et quand, et il y a plein de dates qui circulent, et en fait, quand on remonte aux sources, on se rend compte que ces dates sont très ambiguës, que ce qu'elles disent est très ambigu, qu'il faut lire une décision d'expulsion qui est à la fois plus précoce dès les années 1230, mais en même temps plus limitée dans son application. Donc je trouve que c'est un exercice historiographique aussi sur une corde raide de relecture documentaire sur un sujet particulièrement brûlant. En 2014, il y a eu un grand colloque Saint-Louis et les Juifs qui avait été organisé au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, parce que au moment des premières commémorations en 1970, on avait totalement oublié les Juifs. Donc l'État avait proclamé l'année 1970 année Saint-Louis, et ça avait fait tout un tollé dans la société. Les Juifs avaient dit quoi, Saint-Louis, c'est pas un saint du tout pour les Juifs. Et puis bien entendu, les méridionaux avaient rappelé le siège de Montségur et le massacre des Albigeois. Donc ça avait vraiment, ça avait été chaud en 70. Et du coup, en 2014, on a essayé de faire mieux. Il y a eu ce grand colloque qui a été mené, et je me souviens que justement, il y avait eu un grand débat. Moi, j'avais amené une source dans laquelle Louis IX, dans son préambule, dit « après avoir expulsé les Juifs », et que on avait bataillé avec plusieurs autres historiens qui disaient « oui, mais non, mais c'est pas parce qu'il dit qu'il a expulsé les Juifs qu'il l'a fait, il peut juste avoir donné l'ordre, mais il peut ne pas avoir été appliqué, etc. etc. » Donc on sentait qu'on touchait là à quelque chose de « non, l'expulsion des Juifs, c'est Philippe le Bel. Ça peut pas être Saint-Louis ». Et ce qui est intéressant dans ce que montre Rowan Dorin, c'est de dire le projet n'est pas un projet d'expulsion générale. Saint-Louis fixe des conditions de séjour aux Juifs. Les Juifs peuvent rester, mais ils doivent s'abstenir de pratiquer l'usure, et ils doivent s'abstenir de pratiquer le blasphème en continuant à faire des études sur le Talmud. Donc finalement, s'il reste peu de traces de cette expulsion, Louis IX a véritablement ordonné l'expulsion des Juifs vers 1252-1253, mais il le fait depuis la Terre Sainte, au moment où sa mère décède, qui est la régente du royaume. Donc les officiers, finalement, ne savent pas vraiment si, en fait, ils doivent justement se conformer, s'il s'agit simplement de répéter que les usuriers et ceux qui, les adeptes du Talmud, n'ont pas droit de citer, ou s'il faut véritablement les expulser. Et il reste des traces très ténues, mais on voit que l'ordre a été appliqué, mais il n'a pas été appliqué de manière générale. Et c'est aussi tout l'intérêt qu'il y a à travailler sur le XIIIe siècle, c'est qu'en fait, il faut vraiment chercher des mentions. Récemment, avec une collègue, Judith Kogel, qui est en train de traduire de nouveaux textes de Meir Ben Siméon, qui est un rabbin juif méridional, elle a trouvé que Meir Ben Siméon parlait de l'expulsion de 1253, et il donne la date. Donc, par exemple, c'est une source que Rowan Dorin n'avait pas à l'époque, mais on continue quand même à trouver des choses à partir du moment où on sait, on se dit oui, il y a eu une expulsion, on trouve des traces documentaires, elles sont ténues, mais elles sont là. Est-ce que dans le Saint-Louis de Le Goff, vous avez un passage préféré, ou vous avez quelque chose qui vous a particulièrement marqué? Parce que j'imagine que le livre, vous l'avez compulsé en thèse notamment, avant et après, en préparant évidemment le colloque. Est-ce qu'il vous en reste quelque chose de spécifique? Moi, ma partie préférée, c'est la deuxième. C'est-à-dire que le moment où il montre qu'on a le Saint-Louis de Saint-Denis, ce roi dynastique, solaire, qu'on a de l'autre côté le roi des mendiants avec toutes les catégories du Christ souffrant, etc. etc. Vraiment, la deuxième partie, c'est ma préférée. D'ailleurs, je continue à travailler sur cette partie avec les étudiants, parce que c'est un superbe exercice de méthode historique, pour montrer en fait
mettent justement l'agenda des sources en fonction de leur auteur. Ça, c'est incroyable. On va rappeler que si y a des gens que ça intéresse, évidemment, ces livres, on les trouve aussi en ligne. Le Saint-Louis de Le Goff, il est sur Cairn. Le livre que vous venez de diriger, Saint-Louis après Jacques Le Goff, il est sur Open Edition. Donc, il n'y a pas d'excuse pour ne pas aller plonger dans ce XIIIe siècle, toujours relu et revisité. Merci beaucoup, Marie Dejeux. Merci à vous. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur 2 le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast L'histoire de la guerre et des conflits armés, le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.